Cet exercice de pompe à chaleur avec pseudo-source nous permet d'aborder deux notions qu'on n'a pas encore trop vues jusqu'à présent. Alors déjà, la notion importante de pompe à chaleur, on en a parlé, on a fait tout un aspect théorique là-dessus, mais on n'a pas vraiment fait beaucoup d'exercices là-dessus. Bon, le but d'une pompe à chaleur, c'est de pomper de la chaleur de l'extérieur qui est froid vers l'intérieur de votre logement pour le réchauffer, et de la sorte vous pouvez avoir votre chauffage tout en dépensant de l'énergie uniquement pour le travail mécanique qui se contente en fait de permettre le passage de l'énergie depuis la source froide vers la source chaude. Vous refroidissez la source froide en vous réchauffant vous à l'intérieur. Et le concept de pseudo-source, alors il n'est pas au programme, mais il peut apparaître comme ça, notamment si on vous l'introduit, et c'est simplement un thermostat dont la température varie. Comme ça paraît un petit peu bizarre, parce qu'on a défini le thermostat comme étant un truc dont la température ne varie pas, mais en fait, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en tant que thermostat pour typiquement les machines thermiques, mais pour lesquels la température varie sur une échelle qui est lente comparée au temps de parcours d'un cycle. Donc à chaque fois que votre fluide fait un tour dans votre machine, il est bien en contact avec un thermostat, mais au tour d'après, la température aura légèrement changé, et de proche en proche, on va avoir une évolution. Donc là maintenant, comment est-ce qu'on peut analyser l'énoncé qui est fourni? On vous dit que le fluide d'une pompe à chaleur décrit de façon réversible un cycle de Carnot. Donc là tout de suite, vous devez avoir une petite cloche qui vibre quelque part et qui vous dit Carnot, 2 adiabatiques, 2 adiabatiques réversibles et 2 isothermes réversibles. Et là, de toute façon, gentiment, il vous le rappelle. Alors, ce fluide-là va être considéré, enfin, il n'y a pas de changement d'état. Là, la difficulté dans l'exercice, c'est pas le changement d'état, et puis on vous dit que on va avoir le diagramme pression-volume qui a une tête comme ça. On a les 2 isothermes, les 2 adiabatiques, voilà, et puis on a une sorte de losange légèrement courbée avec les 4 points qui nomment A, B, C et D. Là on est la température extérieure, et là vous avez la température de la zone que vous voulez réchauffer. Alors, pour que ce cycle fonctionne, dans quel sens doit-il être décrit? Eh bien, il doit être décrit dans le sens trigonométrique, parce que sinon vous n'avez pas une pompe à chaleur, vous aurez un moteur, et donc vous n'aurez pas le fonctionnement, vous arriverez à faire tourner un moteur en refroidissant votre source chaude, c'est-à-dire votre intérieur, mais ça suppose que vous ayez une température extérieure qui soit plus forte, et donc ça va poser un souci. Donc on doit avoir effectivement T de 0 doit être supérieur à la température extérieure, parce que si ce n'est pas le cas, vous avez inversion, et donc ça ne tournera plus non plus dans le sens trigonométrique. Et on a bien que pour que ça marche, on a besoin du sens trigonométrique. Frigo. Alors, l'efficacité de la pompe est définie par le rapport, donc c'est une efficacité qui varie au cours du temps, qui est ce qu'on veut. En l'occurrence, on veut donner de l'énergie à la source chaude, donc en recevoir une quantité négative, et divisé par ce qu'on paye, et ce qu'on paye, ça va être le travail au cours d'un cycle. Et alors on note delta W parce que au cours de chaque cycle, le cycle est court, donc on aura un petit travail correspondant. On va faire beaucoup de petits cycles courts, et on vous demande d'exprimer état de T en fonction de Tx et de T. Alors là en fait c'est un exercice qui est une question de cours qui est à peine déguisée. Donc on va utiliser que sur un cycle, la variation d'énergie interne est presque égale à 0. Alors pourquoi je dis presque? Parce que l'énergie interne va légèrement changer au cours du temps, parce que vous avez le point B par exemple qui va bouger au cours du temps, donc vous ne reviendrez pas exactement au même endroit. De la même manière, l'endroit où vous allez démarrer ça ne sera pas forcément le même, alors ça peut bouger. Vous pouvez choisir un point fixe là-dedans, donc en
dans ce cas-là. Si on se place là-dessus, c'est vraiment égal à 0. Mais dans le doute, sans vraiment savoir, on va dire que c'est à peu près égal à 0. Et sur l'application du premier principe sur tout le cycle me dit que je dois avoir compensation des deux transferts thermiques et du travail pour que la somme totale soit égale à 0. Donc en remplaçant, je vais pouvoir dire par exemple que le travail c'est moins delta QF moins delta QC, et donc en remplaçant là-dedans, le moins par moins ça va faire un plus, donc j'ai du delta QC sur delta QF plus delta QC. Alors on me dirait, mais il nous a donné une astuce dans le cours en disant, voilà, quand vous avez une pompe à chaleur, un réfrigérateur, il faut penser à calculer l'inverse de l'efficacité. Pourquoi il ne l'utilise pas? Tout simplement que comme là on travaille sur un cas d'égalité, on va trouver exactement ce qu'on va vouloir. C'est pas la peine de s'embêter avec l'inverse, l'inverse étant là juste pour travailler correctement sur les inégalités. Alors sur un cycle, on a conservation de U et on a aussi conservation de S. Sur un cycle, conservation dans le sens, il n'y a pas de variation pour notre système puisqu'il revient au même point ou presque au même point. Donc, et S, ça va être quoi? C'est par échange uniquement avec les sources. C'est delta QF sur TF plus delta QC sur TC, du coup c'est delta QF sur la température extérieure, qui elle est à peu près constante, plus delta QC divisé par la température justement de ma pseudo-source qui peut changer un petit peu au cours du temps. C'est égal à 0, vous pouvez donc identifier que delta QF, en passant de l'autre côté, il y a un moins, donc ça va être du moins Txt sur T de T delta QC. Et donc maintenant, si je remplace là-dedans, cette expression-là, j'ai du delta QC en haut, et en bas, j'ai moins Txt sur T plus 1 fois delta QC. Les delta QC gentiment se simplifient, et on en déduit que eta, c'est 1 sur 1 moins Txt sur T de T, et donc c'est égal à, en multipliant en haut et en bas par cette température, à cette expression-là. Vous voyez que ça diverge quand la température tend vers la température extérieure, d'où la nécessité d'avoir un T de 0 strictement supérieur à la température extérieure, mais à partir de ce moment-là, je divise par quelque chose de proche de 0, donc j'ai une très grande efficacité au départ, et puis assez rapidement, j'obtiens une efficacité qui va tendre vers une constante, et en fonction de vers quoi va tendre ma température à l'intérieur de mon système, ça va dépendre des autres données, et notamment de ce qui va pouvoir être perdu dans mon système. Alors, ça c'était la question 2, qui était notre question de cours légèrement cachée, puisque ça revient à faire du TC sur TC moins TF pour la pompe à chaleur, comme on l'a démontré en cours, puisqu'on s'est placé dans le cas d'égalité de l'inégalité de Carnot, des théorèmes de Carnot. Alors pour répondre à la question 3, il va falloir être très rigoureux sur qu'est-ce qu'on considère. Jusqu'à présent, on avait pris ici comme système le fluide. Là maintenant, mon système, ça va être la pièce. La pièce, c'est-à-dire la source chaude. Pendant l'été, il y a une petite variation de température et donc une petite variation globale d'enthalpie de votre pièce. Étant donné que la pièce a une évolution qui est isobare, puisqu'on reste globalement à pression constante, vous ne voulez pas qu'un échauffement de votre pièce soit accompagné d'une augmentation de pression à l'intérieur, parce que sinon vous auriez du mal par exemple à ouvrir les portes ou ouvrir la fenêtre. Donc comme c'est une isobare, c'est le transfert thermique, c'est égal pendant l'été au transfert thermique reçu par la pièce. Et le transfert thermique reçu par la pièce, ça va être l'opposé du transfert thermique reçu par mon fluide depuis la source chaude, puisque la pièce, c'est la source chaude. Or, par définition de ce état, ce moins delta QC, c'est mon état, qui dépend du temps, multiplié par le travail reçu par le fluide. Donc là, je suis passé d'un point de vue où je regardais la pièce, qui est ma source chaude,
A, je fais le lien avec le fluide qui, lui, reçoit un travail lors de ce cycle et du coup réussit à donner une certaine quantité d'énergie à ma source chaude par transfert thermique. Ce état s'exprime en fonction de la température, donc ce sera relativement sympathique, et le delta W qui est ici, étant donné qu'on sait que la puissance mécanique est constante, ça va s'écrire la puissance mécanique fois l'intervalle de temps. Voilà, et là on a fini. On a que C dt, c'est état P dt. Alors l'un c'était grand dt et l'autre c'est petit dt. Et si je divise par l'intervalle de temps, j'ai la dérivée de la température au cours du temps qui est égale à état, c'est-à-dire la température sur la température moins Tx multiplié par P. Et là, j'ai l'équation différentielle qui régit l'évolution de ma température. Alors cette équation différentielle n'est pas forcément sympathique à résoudre directement. Donc il va falloir peut-être essayer de séparer les variables, une équation différentielle du premier ordre. Le plus simple, ça va être une séparation des variables, parce qu'elle n'est pas linéaire, cette équation-là. Donc si je multiplie tout ce qui concerne grand T, je le mets à gauche, donc ça me fait du T moins Tx sur T fois dt, qui sera égal à P sur C fois d petit t. Voilà, ça c'est relativement sympathique, c'est 1 moins Tx sur grand T fois dt. Et là maintenant, je vais pouvoir intégrer cette équation-là, puisque je pars de 0 et puis je cherche le temps, alors il note ça, le temps T1 qu'il faut pour arriver jusqu'à une certaine température, et de l'autre côté, j'intègre pour une température qui vaut T0 jusqu'à une température T1 supérieure à T0. Donc là, je me retrouve avec du P sur C T1 moins 0, donc T1, et de l'autre côté, j'ai du T1 moins T0 directement, plus Tx ln de T1 sur T0 en faisant l'intégrale. Et donc vous pouvez obtenir l'expression du T1 de manière explicite. T1, ça va être C divisé par la puissance, multiplié par l'intervalle de température, T1 moins T0, plus Tx ln du rapport des températures. On vérifie quand même rapidement que c'est homogène. Là, j'ai bien une température plus une température, donc de ce côté-là, j'ai une température. Une capacité calorifique, c'est des kilojoules par Kelvin. Une puissance, c'est des kilojoules par seconde. Donc les kilojoules se simplifient. J'obtiens des secondes par Kelvin, multiplié par des Kelvin. Donc j'obtiens bien des secondes, enfin un temps. Et du coup, je peux obtenir l'expression de ce temps qu'il faut pour que la pièce atteigne une certaine valeur. Et vous voyez que si j'augmente la température, elle peut, étant donné que cette dérivée-là sera toujours positive, j'ai une augmentation de température qui ne s'arrête jamais et par contre qui tend vers une constante au bout d'un certain temps, puisque le rapport va tendre vers 1 quand la température va être très très supérieure à la température extérieure. Bon, donc ça c'est pour répondre si jamais il n'y a pas de perte. Alors maintenant, on suppose que cette puissance serait directement fournie par une résistance chauffante. Si on avait directement une résistance chauffante, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que, qu'est-ce que ça change en fait ? Ça change simplement ici, le transfert thermique reçu, c'est directement la puissance fois dt. Donc je vais avoir la variation d'enthalpie pour mon système pièce qui va être la puissance fois dt, directement converti sous forme de travail électrique puis de transfert thermique par résistance chauffante. Si je veux avoir la même chose, ça veut dire que C en intégrant entre T0 et T1 pour avoir la même température, c'est égal à
P fois T2, et donc T2 c'est C sur P T1 moins T0. Et là on obtient un truc qui est, qui est plus petit. Donc j'obtiens que c'est plus efficace d'utiliser une résistance chauffante. À quoi ça sert une pompe à chaleur? Vraisemblablement, j'ai fait une erreur. Vous l'avez vu? Alors, pourquoi ça ne doit pas être plus petit? Sinon, l'exercice n'aurait pas d'intérêt. Mais l'erreur, elle vient d'où? Si c'est pas plus petit, ce terme-là, il doit quand même apparaître quelque part. Il vient de là. J'ai un moins. J'ai un moins ici. Donc, en fait, j'ai un T2 qui est plus grand que T1. Une fois que j'ai corrigé mes erreurs de signe, ce qui veut dire bien que votre pompe à chaleur sera plus efficace qu'une simple résistance pour cette utilisation-là, et ça me permet de monter plus rapidement en température. Alors, dernière partie, intéressante aussi, c'est de se dire que dans votre pièce, elle n'est pas gentiment, parfaitement isolée de l'extérieur, parce que sinon, il suffirait de ne pas ouvrir la porte, et puis il n'y aurait pas de souci, vous restez bien gentiment au chaud, mais il y a toujours des pertes, et donc on a des fuites, et ces fuites sont depuis la pièce, et on va dire delta Q, c'est moins KC, pour que ce soit proportionnel à la capacité K, donc à la taille de votre appartement, T moins Txt dt. Le petit K, il dépend c'est constant et ça va dépendre de la géométrie. Bon, lorsque la pompe est arrêtée, la pompe est arrêtée quand la température vaut 295 Kelvin, et on constate qu'au bout de 3 heures, la température de la pièce a chuté de 3 degrés Celsius. Comment est-ce qu'on peut déterminer la constante K? On va dire de nouveau mon système, c'est l'appartement, donc c'est la pièce qu'on est en train d'essayer de chauffer. DH, maintenant, ça va être juste ce delta Q, puisqu'on ne chauffe pas, donc il y a juste les pertes. DH, c'est CDT, et delta Q, c'est moins KC T moins Txt fois dt. Et donc, on a les C qui gentiment disparaissent, c'est pour ça qu'on l'a introduit là. On a la dérivée de la température par rapport au temps qui vaut moins K T moins Txt. Et donc, si je l'écris de l'autre côté, j'ai dt sur dt plus kt qui est égal à ktxt. La solution de ce machin, c'est t de t qui s'écrit t extérieur plus la température. Alors il la note, les 295, on va le noter t295 moins txt exponentielle moins t sur taux avec taux qui est égal à 1 sur K. C'est une équation différentielle du premier ordre, de solution particulière T constante Txt, et puis plus A fois une exponentielle. Et le A en question est tel qu'à l'origine, à T égale 0, les Tx se simplifient et j'ai bien du 295. Donc on vous donne qu'au bout d'un certain temps, au bout de 3 heures, la température a chuté de 3 degrés. Ce qui veut dire que si on a une chute de 3 degrés au bout de 3 heures, vous avez que ce terme-là a diminué de 3 degrés. Vous avez T95, T295 moins Txt exponentielle moins le T tot sur taux. Il est égal à 3 degrés à T295 moins 3 degrés. Il faudrait avoir delta T et puis voir, mais vous voyez que là-dedans on peut avoir le taux, et donc ça c'est du exponentiel moins kt, et donc on peut isoler le K correspondant pour pouvoir déterminer ça. Donc ça c'est juste du calcul. Une fois qu'on a fait ça, vous le mettez en œuvre et vous voyez à quoi ça correspond. Il faut même que je rajoute mon Tx pour l'avoir, c'est-à-dire que la température 3 heures plus tard, c'est celle de départ, moins les 3 degrés. Donc on peut isoler l'exponentielle là-dedans, et donc obtenir K. Et maintenant on aimerait l'équation différentielle, pas la raison, on demande juste d'établir l'équation différentielle, et trouver peut-être la température maximale. Maintenant,
en fonctionnement normal, vous avez votre DH qui vaut delta Q, qui est ici, plus l'énergie qui est reçue de la part de la pompe à chaleur, donc le moins delta QC. Donc on a le delta Q plus état de T fois delta W, donc tel qu'on l'avait vu exactement ici. On met maintenant les deux ingrédients ensemble, et ça va être du CdT. Et donc on peut obtenir l'équation différentielle CdT sur dt, qui va s'écrire moins KCT moins Tx, plus T sur T moins Tx, fois la puissance, j'ai divisé par dt, donc là-dedans le delta W c'était P fois dt, ce qui me permet d'obtenir cette équation différentielle. Et Tmax vérifie, étant donné qu'on arrive à une température maximale, c'est que la dérivée quand on est à cette température-là est nulle, et donc on doit avoir que les pertes, donc Tmax moins Tx, ça c'est les pertes, sont exactement compensées par ce qui est reçu de la part de votre pompe à chaleur, et donc vous avez l'équation que vérifie votre Tmax, et vous pouvez savoir jusqu'à combien vous pouvez faire monter la température de votre pièce grâce à cette pompe à chaleur, tout en ayant une pièce dont la température restera constante, gentiment, comme un gentil thermostat. Ça ne sera le cas qu'une fois qu'il y a équilibre entre ce que vous apportez et les différentes pertes qu'on a dans le système.